Jean-Pierre Chevènement, bonjour. Bonjour. Et bienvenue à Radio J. Nous sommes ravis de vous accueillir. On ne présente pas l'homme politique que vous êtes, mais on va dire un mot de l'essayiste, puisque vous publiez un nouvel ouvrage, Refaire la France. C'est aux éditions Bouquin. Et cet ouvrage, derrière le titre Refaire la France, est aussi une vision du monde actuel, monde économique et monde géopolitique. Ainsi, page 61, vous dites qu'élargir l'Union européenne vers l'Est, notamment l'Ukraine, la transformerait en structure d'accueil des composantes de l'ex-URSS. Mais est-ce que ce n'est pas un beau destin pour l'Europe que de recycler ce qui était l'URSS ? Vaste ambition, parce que l'URSS, c'est 11 fuseaux horaires, 17 millions de kilomètres carrés. Et est-ce qu'une Europe qui au départ a été conçue à 6 et même à 2 entre la France et l'Allemagne, est capable d'absorber une pareille étendue géopolitique? Absorber non, associer peut-être l'Europe de l'Atlantique à l'Oural. Alors il aurait fallu penser en termes d'association, faire à la Russie une place dont elle puisse se satisfaire et qui aurait permis aux pays comme l'Ukraine d'évoluer entre l'Europe et la Russie, sans perturber complètement les équilibres. Au lieu de cela, ce qui a été finalement, non pas décidé d'ailleurs, mais accepté, ça a été l'élargissement. L'élargissement sans limite, sans frein, qui ne pouvait que créer des tensions entre l'Europe et la Russie, et qui a abouti sur le long allée à cette crise dans laquelle nous sommes et dont nous ne sommes pas sortis, parce que la guerre russo-ukrainienne risque de durer longtemps. Qui a manqué l'occasion? C'est François Mitterrand et Helmut Kohl tout de suite après la chute de l'Union soviétique? C'est plutôt Nicolas Sarkozy au moment de la crise en Géorgie? C'est plutôt François Hollande ou Emmanuel Macron? C'est la bonne question. Je crois que François Mitterrand a fait une proposition, mais un peu bâclée, celle d'une confédération européenne qui engloberait la Russie, mais laisserait de côté les États-Unis. Ça ne tenait pas, parce que l'élément d'équilibre n'existait pas. Donc, cette proposition, 1989, en même temps que la réunification allemande, a été balayée, notamment par les pays d'Europe centrale et orientale, qui ont préféré rejoindre directement l'Ouest. Par exemple, les Polonais. Ils veulent bien du marché européen. Et de l'OTAN. Mais ils veulent surtout l'OTAN. Je dirais que le marché européen, c'est intéressant pour leurs produits, leur industrialisation, les crédits qu'ils peuvent en tirer, mais du point de vue de la sécurité, ils ne croient qu'à l'OTAN. Et tous ces pays de l'Europe centrale et orientale croient en matière de sécurité aux États-Unis. La Russie a fait des propositions, a tendu la main en 2008. Là aussi, on a manqué une occasion. Ça, certainement, la proposition de Medvedev de faire un traité de sécurité collective à l'échelle européenne n'a même pas été discutée, et ça a été une occasion manquée. C'est très difficile de situer le moment où l'occasion est définitivement manquée. Moi-même, j'ai pensé encore qu'avec les accords de Minsk, si on les avait appliqués, on pourrait empêcher un conflit gelé, mais de moindre ampleur, de dégénérer, comme c'est le cas aujourd'hui, en un conflit potentiellement mondial. Aujourd'hui, on doit penser l'après. Vous dites, page 81, la Russie ne disparaîtra pas. L'erreur serait de ne pas l'associer à l'équilibre européen futur. Quel est cet équilibre européen, selon vous ? Alors, je pense qu'il faut faire de la grande politique. L'équilibre européen, c'est ce qui permet de récupérer la Russie avec les États-Unis et l'Europe pour la dissocier de la Chine. Je pense que c'est ça qui est le grand projet que nous devrions nous donner. Mais nous n'avons pas agi dans ce sens. Et ce n'est pas le résultat auquel nous avons abouti. Nous avons au contraire repoussé la Russie vers la Chine. Et ça, c'est très inquiétant, parce que si une guerre mondiale devait survenir, nous serions embarqués
là-dedans. On peut penser néanmoins que les États-Unis, qui craignent l'ascension de la Chine, vont très vite essayer d'aider la Russie pour ne pas en faire un allié de la Chine. C'est ce qu'on peut espérer. On voit que certaines déclarations de responsables américains sont pleines de bon sens en ce qu'elles limitent l'aide que les États-Unis peuvent apporter à l'Ukraine. Naturellement, il faut défendre l'Ukraine, il faut lui permettre de résister, mais en même temps, il ne faut pas lui permettre d'aller trop loin et de créer les conditions d'une guerre continentale d'abord, mais qui deviendrait rapidement mondiale. Cette guerre en Ukraine a changé la vision de l'armée qu'avaient les Allemands. Olaf Scholz, le 29 août 2022, arrime l'Allemagne et l'Europe aux États-Unis et à l'OTAN. Pour vous, c'est clair, il ne pense plus puissance européenne, mais alliance atlantiste. Ont-ils jamais pensé puissance européenne? Ça, c'est une question que je vous laisse le soin de résoudre. Je pense que les Allemands avaient une politique vis-à-vis de la Russie, l'Ostpolitik, la politique à l'Est, qui remontait à Willy Brandt et à Egon Bahr, mais qui était suivie par tous les chanceliers allemands, y compris de droite, comme Helmut Kohl, puis ensuite Schröder, jusqu'à Mme Merkel. Les Allemands n'ont jamais renoncé à avoir une relation privilégiée avec la Russie, notamment pour l'accès à un gaz et à des hydrocarbures peu chers. C'était très avantageux pour eux. Et les États-Unis leur ont imposé de recourir au gaz de schiste américain, et au gaz naturel liquéfié. Et ce n'est pas à l'avantage de l'Allemagne, qui est la grande perdante de cette nouvelle époque, comme dit le chancelier Scholz, un Zeitenwende, un changement d'époque. L'Allemagne a perdu l'accès à une énergie peu chère. Elle est obligée de payer plus pour sa défense, et en même temps, le marché chinois devient plus problématique parce que la Chine est liée à la Russie, et les États-Unis considèrent que la Chine est un rival systémique. Par conséquent, l'Allemagne risque de perdre sur beaucoup de tableaux. C'est-à-dire, ce qui a fait le succès de l'Allemagne en Europe de 1990 à aujourd'hui, tous ces choix qu'elle a réussi à imposer à l'Europe, c'est terminé. C'est peut-être le début du déclin allemand, ce que nous vivons? Je crois qu'il faut éviter d'employer précipitamment certains mots comme le déclin allemand, mais c'est d'ailleurs un déclin européen. Disons que le problème qui se pose à l'Allemagne se pose aussi aux autres Européens. L'accès au marché chinois, c'est un problème aussi pour l'industrie française. Et dans l'état actuel des choses, je pense qu'évidemment l'Allemagne est la grande perdante. Et elle est obligée d'en passer par les conditions fixées par les États-Unis. Et finalement, cette OTAN qu'on décrivait comme morte a repris du poil de la bête. La mort cérébrale, il y a eu l'électrochoc ukrainien et l'OTAN est là. Et l'OTAN, finalement, parce qu'elle est préférée par les autres pays européens qui préfèrent tous la protection américaine à une protection européenne qu'ils considèrent aujourd'hui comme illusoire. 100 milliards investis par l'Allemagne dans les dépenses militaires, c'est pour vous une inquiétude ou un espoir? Les deux, mon capitaine, parce que ces 100 milliards n'ont pas été dépensés. Ou plus exactement, ils ont été consacrés à des achats d'armements américains, d'avions. Et pour le moment, l'Allemagne ne s'est pas mise en ordre de bataille. Il ne suffit pas de mettre de l'argent sur la table. Il faut aussi des conditions politiques, des conditions militaires, d'entraînement, de capacité. Et la Bundeswehr aujourd'hui n'est pas encore en état de rivaliser même avec l'armée française.
Parlons d'économie et de la puissance industrielle française, peut-être en train de renaître. Vous dites dans votre livre qu'Emmanuel Macron a réussi en partie cela et que par exemple le plan France 2030, ça va dans la bonne direction. Nous sommes en train de gagner la bataille de la réindustrialisation après 30 années de recul. Je le souhaite et Emmanuel Macron a pris des décisions fortes, notamment en matière nucléaire, en matière d'énergie. Le discours qu'il a prononcé à Belfort pour annoncer la construction de 6 réacteurs nucléaires au moins, et peut-être 14, est un discours fondateur. Belfort, votre ville, hein, donc votre ville politique, votre fief. Ce qui était ma ville d'élection pendant près de 40 ans. Donc, je suis reconnaissant à Emmanuel Macron d'avoir su rompre avec une politique de légèreté et de facilité qui avait été celle de son prédécesseur. Face à cela, la gauche reste dans un discours tentée par la décroissance. Elle se perd, la gauche ? Elle se perd si elle croit que la solution est effectivement dans la décroissance, dans une conception de l'écologie qui serait aux antipodes des nécessités industrielles, technologiques, du numérique, d'une certaine technophilie que derrière les écologistes, une certaine gauche répudierait volontiers. Disons que ce qui menace la gauche, c'est la technophobie, c'est la décroissance, et il faut qu'elle se mette à jour et qu'elle reprenne son discours parce que l'évolution qu'elle a suivie, je dirais presque depuis 1968, n'est pas la bonne. L'écologisme, dites-vous dès la page 24, ne sauve pas la gauche du néolibéralisme, il l'y enfonce. L'écologisme, c'est-à-dire la technophobie, c'est une erreur. Il n'y aura pas d'avenir pour la gauche dans cette voie. C'est une erreur évidente. Les pays qui réussissent, c'est les pays qui ont su faire le choix de l'industrie. C'est la Chine, c'est la Corée, c'est le Japon. Et en Europe, ce sont des pays comme l'Allemagne, la Pologne. La France a un train de retard. Oui, mais on nous a dit, le réchauffement climatique, c'est dû aux activités humaines. Produisons moins, nous serons respectueux de l'environnement. On s'est trompé. Je pense qu'on s'est trompé, on est allé trop vite. Naturellement, il faut rester pragmatique. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un lien entre les activités humaines et le réchauffement climatique. Mais celui-ci peut tenir à beaucoup d'autres causes. Par exemple, l'inclinaison de la Terre sur son axe par rapport au Soleil, autour duquel elle décrit une orbite. Disons qu'une variation infime peut entraîner des changements climatiques considérables. Donc, gardons-nous de vue précipitée, restons attentifs aux évolutions qui se passent. Il n'est pas certain qu'on puisse tout ramener à la faute de l'homme, qui sera encore une fois le grand coupable. Je crois que l'homme n'est pas forcément le grand coupable. Alors je voudrais, pour finir, ouvrir un chapitre quand même sur les institutions. Vous en parlez à la fin de votre ouvrage. Vous voulez dissocier le mandat du président et des députés. Donc faire 5 ans pour un président et 4 ans pour un député, ça permettrait de remettre de la dynamique ? Ça permettrait de... 5 ans pour un président, c'est court. Alors 7 et 5, on revient à ce qu'on faisait avant. Mais il faudrait revenir à 7. Quant à la durée du mandat parlementaire, il doit correspondre à ce qu'est un régime parlementaire. Je pense que la Constitution de 1958, c'était un régime parlementaire plus un arbitre national garant de l'intérêt général. Le président. Mais ce n'était pas cette embolie de pouvoir qu'a créé le quinquennat. Vous souhaitez un gouvernement resserré, quelques ministres qui soient des vrais patrons, mais c'est impossible. Il faut un ministre pour les handicapés, pour les anciens combattants, pour la petite enfance, pour le grand âge. On le sait bien. C'est une erreur. Il faut quelques grands ministres et des secrétaires d'État peut-être, mais ce qui compte, c'est d'avoir une équipe de gens qui tiennent la maison. Et le président ne peut pas tout, et d'ailleurs il
il ruine son autorité à vouloir tout arbitrer et tout faire. Donc je lui conseillerais une équipe gouvernementale resserrée, mais je n'ai pas lui donné de conseil. C'est mon avis. Ce n'est que mon avis. Mais c'est un avis expérimenté. Vous allez même plus loin, vous dites qu'il faudrait une majorité qualifiée au Parlement pour pouvoir passer outre parfois la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Oula, en Israël, ça a mis la population dans la rue de vouloir mettre le Parlement au-dessus de la Cour suprême. Il faut mettre la volonté populaire au-dessus de tout. Le référendum peut être utile. Alors le référendum peut être utile, mais nous avons surtout besoin de rétablir une claire hiérarchie des normes. Il faut que la loi soit la norme fondamentale. Ensuite viennent les règlements, la jurisprudence des différentes cours nationales ou européennes. Mais nous souffrons aujourd'hui de lois qui ne sont pas appliquées. Nous souffrons aujourd'hui de l'empilement aussi du droit européen, du droit national. La transposition des directives suscite toujours des polémiques. Vous dites la renégociation des traités européens n'est pas une perspective illusoire, page 124. Oui, mais quand est-ce qu'on pourra le faire et surtout avec quels autres pays pour nous aider à réécrire d'autres traités? Je pense que cette nécessité s'imposera, car ils sont de plus en plus nombreux les pays qui veulent appliquer leurs lois. Je ne parle pas que de la Hongrie et de la Pologne, mais des pays comme le Danemark, les pays scandinaves en matière d'immigration, ils appliquent leurs lois. Il faut renationaliser certaines choses. Il faut que le principe de la responsabilité soit clair. Alors, je ne suis pas contre l'idée qu'il puisse y avoir des responsabilités européennes, des accords européens, mais il faut que là où ces accords ne sont pas clairs, ne disent pas d'une manière facilement accessible qui est le maître de la décision, il faut revenir à cette idée de l'Europe des nations, qui était le bon sens. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne se met pas d'accord à plusieurs pour définir des politiques selon des formats qui peuvent évoluer. C'est imminent, ou alors il faudra attendre d'avoir vraiment résolu la crise ukrainienne et se donner encore 10 ans avant de rouvrir ce chantier? Je pense qu'on n'a pas 10 ans pour le faire. Il faudra le faire rapidement. Il faut que l'Europe choisisse ce qu'elle veut être. Si elle veut être un centre de responsabilité entre les États-Unis et la Chine, est-ce que nous pouvons encore exister? Ou est-ce que nous ne serons pas absorbés par les États-Unis dans une espèce d'Euro-Amérique? Beaucoup d'Européens s'en accommodent, ou s'en accommoderaient. Ou est-ce que la France, peut-être avec l'accord de l'Allemagne, parviendra-t-elle à maintenir cette idée d'une Europe indépendante, stratégiquement autonome, chère au président Macron? Eh bien, nous verrons cela. Jean-Pierre Chevènement, Refaire la France, c'est aux éditions Bouquin. On comprend que refaire la France, c'est aussi refaire l'Europe et c'est un peu refaire le monde. Merci et bonne journée.